Bienvenue tout le monde à un troisième épisode de l'Informel en confinement. Donc, vous l'avez remarqué, là, on va faire ça 2 fois semaine pour continuer à bien vous informer. Aujourd'hui, on va faire un suivi sur les sujets qu'on a parlé là, déjà en début de semaine. Il y a un petit peu plus de détails qui sont sortis là, au niveau du retour à l'école, des réouvertures des écoles. Malheureusement, peut-être pas autant de détails que certains parents voudraient avoir, là. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner dans les classes et tout ça. On entend parler, là, on voit déjà, il y a beaucoup de messages qui passent sur Facebook concernant la structure de classe, comment ça va fonctionner, tout ça, puis ça n'a pas l'air évident. Mais toutefois, il y a quand même certaines informations qui nous ont été données, puis que les parents ont reçues. On va parler de ça. Et puis, en deuxième partie d'émission, après avoir parlé de l'actualité, on va jaser avec Audrey Saint-Onge, qui est doctorante en psychologie. On va parler là, du phénomène d'anxiété puis de dépression qui semble s'élever à grandeur du pays avec la situation de confinement. Puis aussi, ben, on va jaser avec Diane Fontaine, artiste peintre bien connue. Donc, je viens de réaliser, Sylvain, que j'ai déjà pas mal tout dit les sujets avant même que tu me les nommes. Non, je vais te voir. Mais non, c'est ça. Bon, on a annoncé hier, on a appris, mercredi en fait, que les barrages routiers étaient pour être levés ici en Outaouais. Ça va se faire en 3 temps. Donc, il y a le 4 mai qui va être les zones que j'appelle très, très froides, là. On parle du Bas-Saint-Laurent notamment. Et puis, ici en Outaouais, on parle du 11 mai. Et puis, pour Montréal, on parle du 19 mai. C'est C'est le sûr sujet que que je n'avais pas nommé aussi en c'est début. ça. Tu as parlé des écoles, puis qu'on va revenir, mais j'ai pas dit ça. Exact. Donc, là, c'est une levée qui a fait un peu paniquer certaines personnes, surtout à Gatineau, parce que, bon, le maire de Gatineau avait évoqué la semaine passée de maintenir sur les ponts interprovinciaux les barrages routiers pour prévenir un peu le transfert entre Ottawa et Gatineau. On sait que notre région est une région qui est avec sa réalité particulière, là. Mhm. Donc, effectivement, les barrages routiers vont être maintenus sur les ponts interprovinciaux à Gatineau. Et est-ce qu'il va en avoir sur les ponts interprovinciaux un peu ailleurs? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, si on passe par le Pontiac ou si on passe par Hawkesbury, je ne sais pas s'il va y avoir un transfert de gens là. On ne le sait pas encore. Donc, est-ce que l'Ontario, eux, vont maintenir certains? Parce qu'on sait que l'Ontario et le Québec, c'est pas la même chose. On ne parle pas du même calendrier de déconfinement du tout. Le gouvernement d'Oxford, lui, est allé vers une autre approche, pas avec des dates, mais plus avec des temps. Donc, on parle de 2 à 4 semaines pour chaque étape, il y en a 3. Donc, au pire des pires, on parle d'un retour à la normale. Je n'aime pas vraiment utiliser ce mot-là Mhm. ces temps-ci, là, mais on parle d'un retour à une vie un peu plus normale d'ici bon, le milieu juillet, là, si on parle au fin juillet. Donc, on se donne encore 3 mois là, pour être capable de sortir et puis repermettre un peu peut-être un peu de rassemblement avec des moindres personnes. Parce que là, aussi, on parle j'appelle ça lever de bouclier, c'est lever de barrage. Donc, les gens vont pouvoir circuler. Mais c'est pas tout qui est permis, hein. Là, certains vont penser que c'est, oh, je peux aller voir mes amis, je peux aller ici et là. Non, Non, on n'est pas là du tout, là. on n'est pas là du tout. Puis j'ai confirmé avec Marc Tessier, agent aux informations à la SQ ici en Outaouais, à savoir qu'est-ce qui est permis. Mhm. Et aussitôt, un rassemblement, c'est quoi, dans le fond? On va se dire, ben, un rassemblement en bas de 5 personnes, non, non, non. Aussitôt que vous avez quelqu'un dans votre maison qui n'est pas à la même adresse, c'est considéré comme un rassemblement. Donc, exemple donné, toi, Jean-François, qui viens chez moi, même si on est les deux seuls, si on entre à l'intérieur, on est considéré comme un rassemblement et ça pourrait être puni par des sanctions. On l'a vu quand même assez élevé. Là, on parle autour de 1500 $. Fait C'est, qu'essentiellement, ça reste pareil. ça C'est reste juste pareil. qu'on. Ouais. Exactement, ça reste pareil. Ça va nous permettre d'aller, bon, encourager nos commerces locaux qui vont rouvrir là, prochainement. Et puis, on le sait aussi, pour les nouveaux travailleurs essentiels, parce que, bon, la définition vient de s'élargir avec l'ouverture des commerces, eh bien, ça vient euh, donner une masse de monde qui va se déplacer Mhm. pour aller travailler. Donc, là, ça va causer une affluence sur les routes et cette affluence-là, ben, selon même la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui en a fait l'annonce mercredi, eh bien,
ça va créer une situation qui est ingérable. Parce que là, si on permet à 500 000 nouveaux travailleurs de retrouver leur emploi d'ici, bon, on parle du 11 mai pour même les usines et puis la voirie et ensuite aussi les commerces de détail. Donc, on parle d'à peu près la moitié des gens qui ont perdu leur emploi au Québec qui vont retourner travailler. Mhm. Eh bien, là, c'est sûr que commencer à contrôler tout le monde, et on va créer un trafic monstre. Et puis, on parle souvent, bon, de la région de Montréal. La région de Montréal qui est un petit peu retardée. Et puis, bon, on s'est gardé toujours un droit de veto, c'est sûr. Donc, le gouvernement pourrait dire s'il n'y a pas d'indication à ce qu'on rouvre, ben, on ne rouvrira pas. Et puis, on l'a répété encore aujourd'hui, docteur Arruda l'a répété. Et puis, si jamais dans la région de Montréal, qui est vraiment affectée, là, on a deux réalités au Québec. Là. Il y a la Mhm. réalité des régions et la réalité des villes, des grandes villes ou des agglomérations comme la CMM à Montréal. Mhm. Donc, on parle de Montréal, Laval, la rive sud et partie de la rive nord. C'est sûr qu'on a une densité de population dans ces coins-là qui est vraiment, vraiment importante. Et puis, justement, quand un tousse, eh bien, tout le monde a la grippe. Et c'est un peu pour paraphraser, mais c'est ça. Donc, si on permet aux gens de se réunir, surtout dans la région de Montréal, on sait que la population est vieillissante aussi, bon, partout, mais on a quand même, c'est exacerbé dans la région de Montréal, là, on le sait, on le voit, Mhm. les statistiques sont là. Mais la réalité des régions est totalement autre. Si on regarde ici Gatineau, pour une population de 80, pas de 80, mais de 400 000 habitants à peu près, eh bien, on a 80 au million, 80 au 100 000, ce que disait le CISO. Autour de ça, là, dans ces coins-là, je fais le calcul rapide, là, mais on est en bas de 100, en tout cas, là, pour le nombre de cas par centaines de milliers d'habitants. Si on compare à d'autres pays ou d'autres régions, même au Canada, c'est beaucoup plus. Mhm. Donc, et c'est pour ça qu'on permet la levée des barrages routiers ici dans la région. Et puis aussi, ben, il faut encourager ces commerces-là qui vont rouvrir. Si on n'a pas de clients, eh ben, ces commerces-là vont dire ben, ça vaut quoi la peine de rouvrir si on n'est pas capable d'avoir de clients pour vendre du matériel. On va tout simplement demander à nos employés de rester à la maison. Là. Donc, c'est pour ça qu'on permet un assouplissement. Mais c'est encore là un cas là, de ce qu'il y a à dire. Ben, les règles demeurent les mêmes. Puis dans les magasins, ça va être la même chose. Hein. Ça va être 2 Les mètres. mesures d'hygiène Exactement. vont Oui, toutes oui, rester oui. pareilles, là. Oui, oui, oui. Et puis ça, on en a. Là, moi, je me dis à peu près au moins jusqu'à l'été. Là, mettez-vous ça dans la tête. Là, l'été, ça va être des mesures de 2 mètres là, qui Mhm. vont être là dans les espaces publics. Est-ce qu'on va permettre d'aller voir des gens? On ne sait pas encore. Là. Puis C'est pas Arruda, il dans a les été cartons. très. Arruda, excuse-moi de te couper, mais Arruda, il était aujourd'hui là, très spécifique, encore une fois, sur le fait que les commerces, ce ne sera pas les mêmes commerces qu'on a connus. Ce sera Non. pas, tu sais, ça ne reviendra pas là, à ce qu'on connaissait du tout. Puis, on parle à court terme, puis cherche jusqu'à quand il va y avoir encore des mesures semblables, là. Tu sais, peut-être que Ouais. les mesures vont diminuer, mais pas toujours, ils vont en Mm. avoir encore longtemps, là. Ah oui, 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 on en a pour des mois encore, puis ils l'ont dit. Probablement même peut-être jusqu'à l'arrivée d'un vaccin, on ne sait pas. Est-ce que ces règles-là vont s'assouplir? Mais la règle du 2 mètres, là, je pense qu'elle est là pour rester un bon bout de temps. C'est pas demain la veille là, qu'on va pouvoir, dans les espaces publics au moins, là, se rapprocher un peu. Là. Je suis curieux quand tu as parlé avec la SQ, là, puis peut-être tu n'auras pas réponse, mais est-ce que, étant donné qu'il va y avoir moins de surveillance, là, est-ce qu'ils craignent plus qu'il y ait de risques justement que les gens ne suivent pas là, les consignes? Parce qu'on a entendu souvent les gens qui disaient bon, moi j'aurais voulu aller au chalet, j'ai des choses à m'occuper au Mm. chalet, des choses comme ça, qui normalement ne seraient pas permises. Là, c'est encore un peu dans des zones grises. Là, c'est sûr à date, à cette date, et même le docteur Arruda l'a dit, à cette date-ci, là, présentement, c'est comme ça. Mais ça peut changer, ça pourra changer parce que, comme je parlais avec un collègue de la radio, et puis on disait, effectivement, il y a des gens qui vont devoir aller dans les chalets, ne serait-ce que pour constater s'il y a eu des dégâts au printemps, Ouais. à savoir si, bon, exemple, le toit coule ou s'il y a des réparations urgentes à faire, il va falloir que ces gens-là puissent aller à leur chalet ou à leur maison de campagne. Il va falloir voir
évidemment, comment ça va s'organiser. On n'est pas encore là présentement, là, à ce qu'on peut dire. Là. Et Mhm. puis, je pense même que pour le mois de mai, là, parce que là, on parle quand même juste de la réouverture des usines là, complet le 25 mai, ça va prendre encore jusqu'à probablement en juin là, pour avoir vraiment des idées plus claires pour savoir qu'est-ce qu'on va faire là, pour le retour officiel à la normale. Là. Mais Mhm. c'est pas demain la veille. Puis, pour rassurer les gens, tu en as fait un peu allusion, mais les dates, donc, on a le 11 puis on a le 19, mais d'ici Mhm. là, ça, c'est basé sur les données qu'on voit présentement, mais d'ici là, s'il y a Exact. un changement, il y a vraiment aucune pression de garder ces dates-là. On peut Absolument revenir, pas. ils peuvent revenir sur leur décision là, comme ça. Là. Ah oui, 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 il y a un veto, ils l'expriment à tous les jours qui en ont un veto. Ils peuvent tirer, comme on dit, tirer la plug quand ils veulent. Là. Hmm. Puis c'est un peu la même chose pour les écoles Mhm. et les CPE. Là. Oui, absolument. Si on voit qu'il y a certaines écoles qui sont qu'on ne peut pas rouvrir, on va prendre la région de Montréal. Ici, en Outaouais, on devrait être quand même être Ouais, capable. ça Nos regarde cas bien. sont quand même très, très bas. Mais dans la région de Montréal, ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, on peut se garder un certain veto et on a le droit là, de dire s'il y a des éclosions dans certaines écoles, que c'est vraiment catastrophique. On va pouvoir fermer la vanne dans ce secteur précis-là pour dire, ben, on va prévenir qu'il y ait une explosion de cas dans un certain milieu, ça c'est clair. Et puis là, ben, on en a appris un peu plus cette semaine comment ça allait s'organiser ici à la CSCV. Donc, on a eu des notes aux parents qui ont été envoyées. Notamment pour ceux du primaire, il y a un formulaire à remplir pour ceux qui ont l'intention d'envoyer leurs enfants à l'école. Et là aussi, il faut préciser que si les enfants ont besoin de transport scolaire, ça va être disponible, mais on demande aux parents justement d'être vraiment, comment on pourrait dire, prudents dans ça. S'ils peuvent apporter leurs enfants à l'école, eh bien, allez-y, C'est assurez le préférable. transport. Oui, c'est préférable. Et si jamais, bon, après une semaine ou deux, parce que bon, c'est volontaire. Si après une semaine ou deux, vous constatez que finalement, vous voulez garder votre enfant à la maison pour quelconque raison, eh bien, il faut en aviser l'école. Il faut en aviser le transport scolaire s'il y a lieu, si vous avez du transport scolaire, afin qu'ils ne s'attendent pas à avoir ramassé votre enfant le matin, qu'on puisse réorganiser aussi les, euh, les routes d'autobus, là, à savoir qui on ramasse et combien on en ramasse d'enfants. Là, c'est là que ça va être un petit peu plus. Et puis c'est pour ça qu'on demande aux parents de compléter le formulaire au plus tôt possible. Vous avez jusqu'au 4 mai à 8 heures le matin, mais évidemment, on vous demande de le faire avant pour donner une chance aux écoles de s'organiser et puis d'être capable d'avoir un service qui soit optimal, même si on ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Moi, je n'ai pas eu d'indication à savoir comment est-ce qu'on va organiser les journées. Est-ce que ça va devenir une garderie? J'aime pas Mais il y en a plusieurs qui employer disent ça, que dans le fond, la réouverture est tellement faite de sorte que ça va être différent dans les écoles, que puis j'ai vu ce commentaire-là beaucoup passer, où est-ce que c'est probablement juste une question. On dirait que le plan est tout pour relancer l'économie. On rouvre les routes ça. pour qu'on puisse circuler, puis les commerces sont ouverts pour relancer l'économie. Puis dans le fond, l'école vient servir un peu de garderie. Tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des parents qui se retrouvent avec un problème. On le sait avec les travailleurs essentiels qui sont retournés un peu plus tôt. Ben, il y avait besoin de place pour garder leurs enfants. C'est normal. On ne peut pas les laisser à la maison tout seuls comme ça en bas âge. Là. C'est pas responsable. Puis légalement parlant même, c'est pas permis. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une solution. Puis l'école, ben, ça en vient une solution. Puis aussi, ben, pour aider les enfants, on parlait même en CPE. En CPE, on n'en a pas beaucoup parlé, mais avec les CPE, ce qui va être fait, ben, on pense que même j'allais dire les intervenantes, mais Les éducatrices. les éducatrices, oui, merci, vont devoir porter un masque et même une Oui. visière pour Mhm. certains là, qui vont travailler avec certaines choses. Je ne sais pas précisément si c'est tout le monde en CPE qui devra porter masque et visière. J'ai pu Euh, je, comprendre que toutes les éducatrices doivent en avoir. je pense que oui. Je viens de Et parler puis, avec une amie qui est éducatrice, puis paraît-il que c'est ça qui va être la directive.
Ouais, ben, c'est quand même bien là, c'est sûr que c'est spécial, là. J'ai une sœur qui est Oui. préposée aux bénéficiaires, puis elle m'a envoyé des photos et puis elle dit: «C'est assez spécial de juste respirer avec le masque, la visière, Mmh. ça coupe beaucoup de l'approvisionnement en oxygène, Mais les puis c'est un petit peu préoccupations au plus niveau, difficile». pour les enfants, c'est parce que tu imagines un enfant au CPE, c'est en bas âge, hein. Ton Mmh. éducatrice, où est-ce que tu es habitué d'avoir, mettons, c'est ça que c'est, là, tu as de la chaleur humaine, parce que l'enfant arrive, il donne un câlin à son éducatrice et tout ça. Non seulement il n'y a pas de contact, non seulement les activités, ils vont faire où est-ce que Très réduite. ben, réduites, puis pas les élèves, mais plutôt les enfants vont être à une distance d'un de l'autre, ils ne jouent pas ensemble. Dans le même local, à part là, ils ne pourront pas changer de local pendant le cours de la journée. Puis là, leur éducatrice a une visière, a un masque. Fait que ça va, tu sais, ça fait peur même là, pour certains enfants, là. Ben, c'est sûr qu'en bas âge, mais on pourrait, les enfants sont imaginatifs. C'est là que je trouve qu'il faut vraiment aller. Il faut aller dans la créativité de l'enfant. Ouais. Est-ce que, justement, ça pourrait pas être un masque de super-héros? Au lieu de porter, la visière, est-ce qu'on peut pas la décorer? Là, c'est sûr qu'il faut pas, bloquer la vue, là, mais est-ce qu'on peut pas décorer sa visière? Mmh. Je ne sais pas si on va le permettre de un. Je ne penserais pas qu'il y aurait de problème, là, mais on peut commencer à aller stimuler l'enfant en lui disant, ben regardez, votre éducatrice, c'est la super-héros, puis on peut en Ouais, mettre. Les ouais, enfants j'avoue. embarquent là-dedans. Et puis, Mmh. ils aiment ça. Puis de toute façon, il va falloir trouver un moyen de les occuper parce que, effectivement, 8 heures de temps dans une garderie, à rien faire, être assis sur un petit banc et puis attendre et puis regarder, exemple donné, une émission à la télé, ben, c'est pas très intéressant. Puis on sait très bien que les enfants, surtout à l'âge de garderie, eh ben, ça bouge. Hein, puis eux Mmh. autres ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Là. On parle en bas âge, 1 an, 2 ans, essayer d'expliquer des notions qui sont un peu plus complexes, que même certains adultes ont de la misère à comprendre. Ben, Eh puis ben, nécessaire c'est plus excuse-moi. difficile. Là. Ben, nécessairement, puis tu vois, le bureau du ministre, Lacombe, qui supervise les CPE, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir l'article, mais normalement, ils recevaient de ces temps-ci environ 150 appels dans leur bureau. Puis là, je pense qu'ils parlent de 800 appels là, depuis l'annonce des réouvertures de lundi. Donc, Mhm. nécessairement, toutes les directives, la direction des CPE, là, ils sont inquiets, là, puis oui, ils ne savent pas trop. Là, puis il y a nécessairement une inquiétude là, de la part des adultes là, là-dedans. Oui, puis on le sent, on le voit sur les médias sociaux passer parce Mm. qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et même, c'est justement de partir d'en haut, c'est ça que je disais, de partir d'en haut, de descendre le message sur le plancher des vaches, ben, ça peut prendre du temps. Et puis, il y a des réalités qu'il faut s'adapter cas par cas. Euh, D'ailleurs, pour le secondaire, à la CSCV, ben, ça va se faire sur rendez-vous, la prise d'effet. Et Oui, c'est puis, vrai, on n'a pas parlé. Hein? c'est ça. Ça va se faire sur rendez-vous. Et puis là, il y a un formulaire aussi à remplir pour prendre un rendez-vous. Et puis, il faut aviser les écoles. Et on nous dit que dans certaines écoles, tout dépendant j'imagine, la capacité ou dépendant comment l'école est faite, eh bien, on pourrait ne permettre ou pas de se promener dans l'école. Tu sais, je prends ici comme Orbidas-Gamelin, qui est quand même assez grand. Il y a beaucoup de casiers, il y a beaucoup d'élèves. Bon, c'est quand même relativement facile d'éviter d'être à 2 mètres et puis tout ça, de prendre euh, un certain. Donc, on pourrait peut-être permettre, mais dans une plus petite école secondaire, un peu dans un autre village, ben, on pourrait dire, ben là, non, on va aller chercher vos effets pour éviter que vous vous promeniez dans l'école. Je ne sais pas encore comment ça va s'organiser. Ça va être chaque école qui va déterminer si ils laissent entrer les élèves ou pas, et puis combien de personnes qui vont prendre en même temps dans un même bloc de rendez-vous pour prendre les effets, parce qu'il va falloir aller les récupérer. Imaginez si on avait laissé, je ne sais pas moi, les enfants ne s'imaginaient pas en partant qu'ils étaient pour être 2 mois à la maison, là, et puis que l'année était pour être, pour ainsi dire, terminée. Et puis aussi, comme je disais, pour les travaux, ça va être disponible sur la plateforme École ouverte qui ont lancé là, plus tôt. Donc, la trousse de produits éducatifs va être là. Et puis, il va y avoir des travaux à compléter. Moi, j'ai parlé avec, justement, j'ai une collaboration avec Radio Jeunesse. Et puis, les parents reçoivent par leur courriel les travaux à faire Oui. pour les étudiants. Mm. Et puis, question aussi que les parents soient au courant.
pour pas que les enfants disent non, non, j'en ai pas j'en ai pas de travaux à faire. Il y Ouais, en a tout des à fait. travaux, ils vont en avoir d'ici, on en a parlé. Le ministre en a parlé aussi, il fallait avoir des travaux au secondaire, au primaire, ça va être différent. Puis une chose que je ne sais pas si on l'a effleuré hors d'onde, si on en a parlé en ondes, toi puis moi, mais est-ce qu'il est question d'avoir des examens au secondaire? Les examens du Rapidement, là, ministère, on a peut-être encore une minute. Là. les examens du ministère, non. Il n'y en aura pas, ça a été annulé. Ça fait longtemps que c'est annulé. Ça fait Mhm. au moins une semaine, là, et sinon plus que c'est annulé. Donc, c'est clair, on n'aura pas d'examen du ministère. Est-ce qu'il va y avoir des méthodes d'évaluation? Ça reste encore à déterminer. Bon. Bon, on a parlé de tous les changements qu'on vit, nous autres, en communauté, en société, puis aussi puis on a parlé des changements qui se passent à l'école. On a vu on a vu qu'il y a eu des sondages qui ont été faits pour nous démontrer que bon, les niveaux d'anxiété et les niveaux de dépression augmentent dans la population. Euh, on va pouvoir jaser de tout ça. On va parler avec Audrey Saint-Onge, qui est doctorante en psychologie. Audrey Saint-Onge, merci de te joindre à nous autres. Ça fait plaisir d'être là. Audrey, on a vu la semaine passée, il y a eu plusieurs choses qui ont été publiées au niveau des statistiques, au niveau de la santé psychologique des gens dans ce temps de confinement. Là, c'est assez particulier. On voit qu'il y a une hausse du niveau de problèmes de dépression, d'isolement. Ça ne me surprend pas tant dans le contexte d'isolement. On a vu beaucoup aussi de l'anxiété monter chez les gens. Est-ce que toi, là, qui continues de consulter les gens là, via le web, est-ce que c'est ce que tu observes aussi chez tes patients? En fait, ça varie beaucoup parce que j'ai des patients qui sont très anxieux dans leur vie quotidienne, puis le fait de pouvoir rester à la maison, c'est un peu sécurisant pour eux, en fait. Puis j'ai d'autres patients, au contraire, que l'isolement, là, justement, puis le fait que toute leur vie est sur pause en ce moment, ça augmente beaucoup l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qui est très, très variable là, chez nos patients qu'on voit déjà. Mais comme tu le dis, dans la population générale, ça vient susciter là, toutes sortes de réactions émotionnelles chez toutes sortes de personnes pour des raisons vraiment variées. Et puis, d'un autre côté, on utilise beaucoup les plateformes comme bon, Zoom, Skype et compagnie, les plateformes de téléconférence. Est-ce que c'est un bon remplacement? Et puis, jusqu'à combien de temps que ça peut donner un effet? Et puis, qu'on va se ressentir besoin d'avoir un besoin physique de contact? Donc, c'est sûr que je pense que tout le monde le ressent un peu que ça l'aide, mais que ça ne remplace pas à 100% le contact physique, évidemment. Mais en ce moment, c'est vraiment une bonne solution. Puis c'est aussi ce que les gens conseillent, c'est d'être très créatif, donc de se trouver des façons de rejoindre les autres en vidéoconférence. Il y a par exemple, des milieux de travail qui organisent des 5 à 7 virtuels. Moi, par exemple, avec mon laboratoire de recherche, on a cuisiné tous une recette ensemble en gang. Donc, de ces façons-là, de faire des soupers, par exemple, il faut comme faire plus d'efforts pour venir créer un lien avec les gens puis créer le rapprochement, mais ça se fait tout à fait. Puis ça peut être un bon substitut là, le temps qu'on est en confinement. Moi, je suis curieux aussi, après là, toute cette situation-là, quand les gens vont retourner en milieu social, là, est-ce que Mhm. tu t'attends à voir, parce qu'il y en a qui vivent de l'anxiété sociale, entre autres, là, tu sais, puis comme tes patients que tu parlais qui restent chez eux, puis ça, ils se sentent mieux un peu. Bon, mais est-ce que tu penses qu'on va voir une augmentation de cas d'anxiété à cause de revenir à la normale? Tout à fait. En fait, la façon que notre cerveau fonctionne, c'est qu'on est très rapide pour apprendre à avoir peur de quelque chose. Donc, euh, la peur qui est reliée au COVID est arrivée assez rapidement quand on a commencé le confinement, toutes les mesures, l'arrêt des écoles, l'arrêt du travail, tout ça. Donc, ça nous a un peu frappé comme une voiture. Puis le cerveau, lui, il tient à cette association-là. C'est un peu un rôle de survie. Donc, il se dit, OK, ça, c'est dangereux. Je vais continuer de penser que c'est dangereux, même si on me dit que c'est correct, parce que d'un coup, que c'est pas correct pour vrai, que je me fais avoir, ben là, ça serait dangereux pour ma survie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est beaucoup plus rapide à faire une association phobique, qu'on va appeler, donc une association d'anxiété, que de la défaire. Donc là, ça va être très, très graduel. Donc, on va subir des répercussions au niveau de notre anxiété pendant plusieurs mois, là, voire un an et même peut-être plus là, au niveau du virus, finalement. Fait que oui, effectivement, moi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus d'anxiété associée au déconfinement. Puis justement, est-ce qu'on n'a pas un peu, dans ces phénomènes-là, développé une genre de peur d'avoir peur? On le voit chez certains bons parents, on parle de réouverture des écoles et c'est la catastrophe.
nos enfants sont en danger, même si le docteur Arruda dit vos enfants sont moins en danger que des personnes âgées, par exemple. Donc, est-ce qu'on n'est pas devenu un peu dans une sorte d'hystérie collective? Ben oui, effectivement, la peur, c'est vraiment quelque chose de contagieux. Encore une fois, pour un rôle de survie, si moi je suis dans une tribu puis je vois le reste de ma tribu se sauver d'un ours, ben, je vais peut-être me sauver moi aussi pour survivre. C'est un peu ça le même principe. Puis là, ce qui arrive, c'est que il y a des études qui ont sorti que les parents surestiment l'anxiété de leurs enfants et adolescents par rapport au retour à l'école et même par rapport au COVID. Donc, quand on vient demander aux parents de coter l'anxiété puis qu'on vient demander à l'enfant, on voit que l'enfant se sent moins anxieux que ce que le parent va penser. Et en fait, c'est que là, l'anxiété du parent, c'est un peu ça qui risque de venir contagier l'enfant finalement. Fait que Ça se transmet chez l'enfant, dans le fond. c'est ça. Fait que là, en ce moment, le retour à l'école est comme pas obligatoire. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le parent soit rassuré lui-même avant de prendre la décision, parce que si on prend la décision de renvoyer l'enfant à l'école, puis nous-mêmes, on est super anxieux, puis on a super peur, ben, ça va être difficile de rassurer notre enfant puis de l'envoyer à l'école si nous-mêmes, on a vraiment peur. Et puis, au-delà, on parle du retour à l'école, mais au-delà des activités qui vont avoir lieu à l'école, ben, on réalise que ça va être un peu peut-être plate parce que, bon, il n'y aura pas de jeu commun, pas de, exemple donné, on ne jouera pas au ballon parce qu'on peut se transférer des microbes un à l'autre. Euh, Est-ce que l'enfant peut y trouver une certaine joie de retourner à l'école ou si présenté comme ça, c'est dire, bon, ça va être plate finalement, j'aimerais rester à la maison? Tous les enfants sont différents. Moi, ce que j'ai entendu et que j'ai lu dans mes recherches, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont très, très hâte de retourner à l'école, ne serait-ce que pour revoir leurs amis. Je pense que ça va te prendre de la part des directions d'école ou du moins des conseils scolaires du gouvernement des directives assez claires. Et justement, tu as tout à fait raison, des options aux jeux habituels. Il faut vraiment être créatif en ce moment pour que les enfants ils respectent le plus les consignes possibles. C'est pas évident pour des enfants d'être à 2 mètres de distance. C'est pas super facile de les empêcher de faire ça. Donc oui, il va falloir trouver des alternatives. Puis ça, ben, c'est un peu le rôle des personnes qui sont en charge d'organiser le plan de retour à l'école et qui vont devoir penser à ça. Mais puisqu'on en parle, j'ai envie de te lire quelques commentaires que j'ai vus de professeurs, là, parce que ça circule beaucoup dans les médias sociaux, là. Mais on parle de pas de récréation commune, des dîners en classe assis à son bureau. Il n'y aura pas de cours de musique, pas de cours d'art plastique. Il n'y a pas, dans le même ordre d'idée, il n'y a pas d'accès au local d'informatique non plus. Puis, au-delà de ça aussi, il y a plusieurs enfants qui ne retrouveront probablement pas leur enseignant habituel, étant donné là, le nombre d'élèves qui ont le droit d'avoir en classe, donc 15 élèves maximum. Est-ce que de retourner, moi, ce que ça m'apparaît, en tout cas, ça m'a l'air plus d'être anxiogène que notre enfant retourne à l'école que d'autre chose, que d'un plaisir, dans le sens que l'école sera définitivement plus la même chose que connue, là. Les enfants, effectivement, en ce moment, sont vraiment sujets à énormément de changements de routine. C'est très déstabilisant pour les enfants. Puis de retourner à l'école pour 1 mois et demi, 2 mois, dans ces conditions-là, ça se peut que ça ne soit pas idéal, mais encore une fois, il ne faut pas non plus prendre pour acquis que notre enfant ne va pas aimer ça, ne va pas bien se débrouiller là-dedans. Je pense que ça demande de l'adaptation, la capacité d'adaptation, de se revirer de bord assez vite de la part de tout le monde. Ça se peut que ça ne soit pas idéal, puis encore une fois, tu sais, des fois, de faire un essai, pour tout le monde, ça va être c'est tout nouveau. Là. On n'a jamais fait face à cette situation-là. Donc, c'est pas évident de trouver un équilibre entre la santé publique et de retrouver un environnement normal là, pour les enfants. Donc, ça se peut, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, mais je suis confiante qu'il va probablement avoir des façons de s'adapter si tout le monde y met son effort. Et justement, est-ce que le parent peut être un vecteur de facilitation pour que l'enfant retourne à l'école? Au lieu de dire ah non, c'est plate, tu ne reverras pas ton professeur, ben, est-ce qu'il pourrait lui dire ben, finalement, tu vas peut-être apprendre à connaître quelqu'un de nouveau, un autre professeur? C'est comme une nouvelle rentrée en classe. Est-ce que le parent peut avoir une certaine influence positive dans le retour à l'école pour les enfants? Tout à fait, tout à fait. Les enfants sont des éponges, hein, donc l'attitude du parent va vraiment venir avoir une grande influence sur l'attitude de l'enfant au retour à l'école. Donc, comme tu dis, de trouver les points positifs, d'être enthousiaste nous-mêmes par rapport au retour à l'école et d'y croire.
super important. Puis d'autre part, c'est que pour rassurer un peu notre enfant en lui disant honnêtement l'état des choses, pourquoi cette décision-là est prise par le gouvernement, avec des mots simples, de dire, ben, la santé publique a décidé de faire cette décision-là. Il y a des professionnels qui ont décidé que c'était assez sécuritaire, de dire aussi aux enfants que la maladie touche moins les enfants, puis les touche moins sévèrement, que ce n'est pas eux qui sont à risque de mourir, par exemple, d'avoir de grandes conséquences. Donc, pour eux, c'est sécuritaire. Puis on peut aussi être honnête puis de leur dire, on ne sait pas tout non plus, cette information-là, puis que nous, en tant que parents, on fait confiance au gouvernement avec ça, même si nous, on ne peut pas être sûr à 100 Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas non plus leur dire que tout est 100 correct alors que ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc, c'est une espèce d'équilibre entre l'honnêteté en choisissant nos mots sans être alarmiste, sans créer plus d'anxiété que ce qu'il devrait en avoir. Tu disais comment est-ce que c'est nouveau cette situation-là? Est-ce que dans le fond, toute la peur collective dont on parle, c'est pas une question de peur de l'inconnu, dans le fond? Il y a énormément d'imprévisibilité. En général, c'est quelque chose qui amène beaucoup de stress, la nouveauté aussi, la perception de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Donc, c'est trois facteurs qui sont déterminants dans le stress auquel on fait face en ce moment. Puis en fait, en ce moment, de vivre l'anxiété et du stress, c'est normal et même c'est adapté parce qu'on fait face à quelque chose qui peut affecter la santé publique, qui peut être une vraie menace. Donc, quelqu'un qui vivrait zéro anxiété, ben, il ne ferait pas attention quand il irait à l'épicerie, par exemple. Donc, il y a un certain niveau d'anxiété qui est correct et qui est même souhaitable. C'est quand les gens vont vivre l'anxiété qui affecte leur fonctionnement, qui affecte leur bien-être, quand ils se sentent envahis là, par leur anxiété par rapport au COVID, là, ça devient plus problématique, mais il faut normaliser aussi le fait qu'on réagisse à ça. Et la vue des médias sociaux, on voit des titres passer qui sont absolument incroyables. Le phénomène, moi, ce que j'appelle du « on va tous crever », dans certains titres qu'on voit, moi, même dans les journaux ici, des nouvelles suppositions, on donne beaucoup d'espace médiatique à ça. Des possibles dangers, que non, finalement, on s'était trompé. Et tout. Donc, est-ce que c'est ça qui peut créer une genre d'anxiété à ce que les gens veulent même plus sortir parce qu'ils ne savent pas c'est quoi qui va leur tomber sur la tête? C'est très, très vrai là, ce que tu dis. Ça vient vraiment influencer notre sentiment, puis ça peut nourrir une espèce de peur collective qui est peut-être plus grande, excessive, là, compte tenu du danger réel en ce moment. On est à une époque avec beaucoup de désinformation. Il faut faire ultra attention à nos sources d'information, puis aussi la quantité d'informations qu'on va consommer par rapport au COVID va venir aussi nourrir là, ce sentiment d'anxiété-là. Fait que mon conseil, ça peut être deux choses. Premièrement, de faire le tri, de trouver des sources fiables. Par exemple, vous pouvez vous limiter à la conférence de presse là, ou même sauter des journées puis voir juste le résumé. Vous n'avez pas besoin d'aller sur tous les sites et de vraiment vous concentrer sur des sites fiables et de doser aussi. Donc, de ne pas tout le temps être sur les réseaux sociaux en train de lire des articles ou des commentaires, surtout quand ce n'est pas des sources fiables. De prendre des pauses de ça, puis de centrer sa vie sur autre chose que le virus, parce que sinon, ça peut devenir envahissant, puis on a l'impression que ça prend toute la place. Dans les études qui ont été faites concernant le stress que les gens vivent présentement, il y a beaucoup de gens qui disent souffrir de troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider ce problème-là? Effectivement, je pense que la chose numéro un, c'est d'essayer d'avoir une routine. Le plus possible, c'est difficile parce qu'on ne va plus au travail, par exemple. On n'a plus la même structure, mais il faut un peu essayer de se la trouver, notre propre structure. Donc, se coucher aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures, d'avoir une petite routine avant le dodo. Des fois, ça peut être difficile parce qu'on passe toute la journée dans la même maison, dans le même appartement. Donc, des fois, le cerveau, il ne comprend plus la différence entre mon milieu de vie quand je suis réveillée et mon milieu de vie quand je dors. De passer le moins de temps possible dans la chambre aussi. Peut-être qu'on va avoir tendance à passer du temps dans notre lit, l'embiner un peu plus. Donc, d'essayer de garder le plus possible notre chambre pour dormir et faire les autres activités ailleurs dans la maison, ça favorise une espèce de coupure. Et notre cerveau, il comprend mieux que quand on est dans notre chambre, on peut dormir. Et de ce que François Legault dit, c'est bon d'aller prendre une marche, de sortir. Tu parlais de rester dans la maison constamment.
à quel point ça peut faire une totale différence d'aller dehors et puis de profiter du beau temps qui s'en vient. Là. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus maussade, mais il y a des belles journées, notamment la fin de semaine, qui s'annoncent très, très bien. Là. Bien, on sait que l'activité physique, de un gros facteur qui aide avec le stress, un antidépresseur naturel, donc de prendre des marches, de courir assez distancé des autres. Là. C'est sûr que ça peut vraiment aider avec l'humeur, avec le stress. Prendre l'air, c'est sûr. Surtout si vous habitez avec d'autres personnes, peut-être des fois d'avoir un petit moment de retrait seul, ça peut aider. Au contraire, si vous êtes tout le temps seul entre quatre murs, peut-être que de sortir, ça vous fait un peu réaliser qu'il y a autre chose que vos quatre murs. Donc oui, c'est sûr, là, ça peut totalement aider à changer de milieu, à changer de mal de place, si on veut, pendant ce temps de confinement. On sait que pour une bonne santé mentale, ça prend un bon contact avec nos proches, avec les gens qui nous entourent. Évidemment, dans le contexte qu'on est, on n'a pas là, vraiment de contact. Combien de temps tu penses qu'on peut demeurer dans une situation comme celle-là sans que justement la santé mentale des gens, ça devienne un point, je dirais pas un point de non-retour, mais un point où est-ce que ça risque d'être grave collectivement? Là. Bon, il y a plusieurs études en ce moment qui sont faites là, par rapport à ça. Les études se contredisent un peu. Il y en a qui disent que la détresse augmente avec le temps, d'autres disent que ça reste assez stable. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui viennent jouer. Par exemple, avec qui vous habitez. Si vous habitez avec d'autres personnes, ça se peut que ça soit l'inverse. Vous êtes trop souvent en contact avec des gens. Vous habitez seul, vous êtes trop seul. Si vous êtes en difficulté financière, c'est un autre stress de plus. Chaque personne est différente aussi en ce qui a trait à le nombre de contacts que ces personnes-là ont besoin dans leur journée. Moi, je pense que les personnes qui ressentent la détresse devraient aller chercher soit de l'aide ou vraiment aller plus vers les autres de façon virtuelle, là, évidemment. Si vous vous sentez seul, ça ne partira pas avec le temps. Là. Ça, c'est sûr. Puis le sentiment de solitude peut s'accentuer. L'être humain est un être social, donc de garder un minimum de contact, vraiment de s'écouter aussi dans nos besoins, je pense que c'est un peu la clé et d'aller chercher de l'aide si on en a besoin. On parle souvent de l'incidence sur les divorces qu'il va y avoir après le COVID-19. Est-ce que c'est normal qu'une personne, même qu'on aime, qu'on adore, mais confinée 24 heures sur 24, elle peut ou il peut nous tomber sur les nerfs? Mm-hmm. Absolument, parce qu'on a des besoins. Hein. On a des besoins sociaux, comme je disais, mais on a aussi des besoins de solitude et d'avoir de l'espace et d'être seul avec soi-même. Tout le monde a des besoins comme ça différemment. Donc, des conjoints qui sont habitués de se voir seulement le soir ou même tout le monde est occupé, puis eux, ils se voient juste quelques soirs semaine, la fin de semaine. Puis ils passent 24 heures sur 24 ensemble. Si l'appartement est plus petit, par exemple, ben là, c'est sûr que notre besoin d'espace n'est pas comblé à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi pénible pour quelqu'un de se sentir étouffé que sentir seul. Donc, c'est comme si en ce moment, on a soit le trop ou le pas assez. Et aussi, ben, un couple qui évitait de parler des conflits parce qu'ils étaient occupés chacun de leur côté, ben là, d'être seul, d'être ensemble 24 heures sur 24, ben c'est sûr que s'il y avait des petites choses qui étaient là avant, ça vient comme faire un effet de loupe sur les conflits existants. Et ça peut venir finalement mettre en lumière des difficultés qui étaient déjà présentes dans le couple. Ils n'ont pas le choix de faire face, dans le fond. Là. Exactement. J'imagine les gens qui travaillent en psychologie comme toi, là, vous êtes comme dans une situation qui va vous permettre d'apprendre beaucoup. J'imagine que prenez-vous des notes puis voir et puis étudier la situation, dire OK, mais de prendre cette opportunité-là, si je peux dire ça, pour voir comment collectivement on réagit psychologiquement. Effectivement, c'est la première fois, en fait, que la population mondiale est face au même stress. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, quand on parle de guerre, quand on parle de conflits ou les autres épidémies et pandémies qu'il y a eu, ça ne touchait pas nécessairement toute la Terre. C'est certaines zones qui étaient plus touchées, par exemple. Donc là, quelqu'un en France, quelqu'un en Espagne, quelqu'un même en Afrique pourrait vivre la même anxiété que moi par rapport au confinement, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est aussi la première fois qu'on met tout sur pause comme ça. Il y a des choses qu'on fait en ce moment de changement de société qui vont probablement rester. Ça va être très intéressant, surtout dans les prochaines années, là, de voir à quel point nos comportements vont changer. Est-ce qu'on va se tenir encore à 2 mètres de distance des autres? Est-ce qu'on va encore faire aussi attention à l'épicerie?
Ça va être très intéressant là, de voir l'impact, puis c'est clair qu'il va en avoir. Puis pour terminer, là, tu as parlé d'aller chercher de l'aide. Là, est-ce qu'il y a des ressources que tu es capable de nous référer un peu, ou du moins parce que là, les bureaux sont ouverts, sont fermés, où est-ce qu'on peut se tourner pour aller chercher de l'aide si on sent qu'on en a besoin? C'est sûr que c'est pas évident là, en ce moment, puis je ne vous le cacherai pas, il y a un peu un manque de ressources psychologiques. Il y a le 811, Info sociale, je pense que c'est l'option 2. Il y a des personnes qui sont là pour écouter les gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de services, qui, eux, sont équipés pour envoyer les personnes dans les bons services. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas certain quel service serait bon pour vous, appelez-le, puis eux, ils vont pouvoir vous référer aux bons endroits. Certaines cliniques médicales, comme celle où moi, je fais mon internat présentement, il y en a qui ont des psychologues. Donc, des fois, de parler à son médecin de famille, lui va pouvoir vous référer aussi à de l'aide psychologique. Il y a des CLSC aussi où vous pouvez appeler. Il y a aussi la ligne TELAIDE. Je n'ai pas le numéro, mais si vous le tapez sur Internet, vous allez avoir le numéro. Là aussi, c'est des lignes d'écoute pour des gens qui vivent des difficultés au niveau psychologique, simplement qui ont besoin de parler. Donc, il y a des lignes qui sont là. Il y a des ressources d'aide. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas là, à aller chercher quelque chose si vous en avez besoin parce qu'on ne sait pas combien de temps encore ça va continuer. Si vous ne vous sentez pas bien là, ben, probablement que dans les prochaines semaines, ça ne sera pas nécessairement mieux. Donc, consultez dès que vous sentez le besoin. Il y a aussi des psychologues en privé qui font de la consultation en vidéoconférence. Donc, vous pouvez aussi aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec pour trouver des références en Outaouais. Excellent. Audrey, merci. C'était vraiment un plaisir. Bien, merci à vous. C'était vraiment plaisant pour moi. Donc, merci Audrey. Oui, effectivement, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide si on en a besoin. Très important. Maintenant, on va parler avec Diane Fontaine, Sylvain. Oui, une artiste peintre bien connue dans la région de Buckingham. Diane Fontaine a toujours des idées, comment on peut dire, elle est tellement, tellement positive. C'est du bonbon de lui parler à Diane. Donc, on est avec Diane Fontaine. Bonjour Diane, ça va bien ce matin? Allô, ça va super bien, merci. Diane, c'est drôle, avec tout ce qu'on vit, tout le monde vit beaucoup de changements. Je vois beaucoup de messages passer, moi, qui parlent de un peu la place des artistes en ce temps de confinement. Euh, est-ce que est-ce qu'on néglige un peu l'importance des artistes dans un temps comme ça, tu trouves? Ben, dans les télévisions en général, on parle beaucoup des artistes, médias télé, des chanteurs, on parle beaucoup de théâtre et tout ça. On parle très, très peu des peintres, des arts visuels. Puis pourtant, moi, de ce que je vois, c'est que les artistes en arts visuels se sentent vraiment interpellés, puis se sentent vraiment imprégnés par tout ce qui nous arrive au point de créer des choses vraiment particulières, puis de notre temps, là, de ce qu'on vit. Justement, est-ce que ça inspire un temps comme ça? On sait que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont un peu déprimés de ça. Est-ce que les artistes, tout en art visuel, est-ce que ça vous donne un petit boost pour créer puis des idées? Ben, j'ai entendu Daniel Bélanger dire ben, habituellement, moi, ça ne change rien parce que je crée. C'est vrai, les artistes, habituellement, on est dans notre bulle, on est en création. On est la plupart du temps toute seule, à part que quand on va exposer, qu'on fait des vernissages, des choses comme ça, parce que là, tout le monde afflue. Mais oui, ça peut nous influencer. Mais je te dirais qu'au début de la pandémie, c'était trop intense pour la création de ma part. Il y en a qui ont été capables, j'en ai vu qui ont créé plein de choses dès le début. Moi, je n'ai pas été capable parce que j'étais préoccupée par ma famille, par ma mère, qui sont à Montréal, que je ne peux pas aller voir, puis de tout ce qui arrivait, de toute l'incertitude et tout ça. Puis quand on connaît le processus créatif, c'est extrêmement important dans un processus créatif qu'on soit pas zen, mais que soit aller dans la forêt, dans la nature ou créer. Moi, c'est ça que je dis aux gens, créer, faites n'importe quoi. Pourquoi les gens font tant de recettes? Pourquoi les gens ont envie de faire des jardins? Pourquoi les gens reviennent à l'aquarelle, reviennent au dessin? Parce que c'est essentiel en ce temps de pandémie. Bien, c'est essentiel de créer en tout temps.
exactement, en tout temps. Mais puis là, on se rend compte de choses vraiment plus importantes comme ça. Pourquoi, depuis des années, qu'on a enlevé le côté artistique et le côté créatif, justement, dans les écoles? Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles où le côté créatif est moins là. Mais c'est essentiel, la créativité. La créativité, c'est pas juste dans les arts visuels. La créativité, c'est de trouver plusieurs solutions à un problème. Donc, quand tu développes ton esprit créatif, ben ça t'amène à trouver plusieurs solutions à différents problèmes et d'où être un peu plus heureux, être plus trouver plus de solutions, puis être capable de mieux fonctionner comme dans des événements, des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Pour les ventes, est-ce que les gens sont, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, est-ce que les personnes disent, bon, on va remettre notre achat d'art un peu plus tard? Je dois te dire que les gens ne sont pas à ça. 99,9% des gens ne sont pas à ça. Malgré qu'avoir un beau personnage Fontaine dans sa maison, on se sent moins seul. Mais moi, j'ai été très privilégiée parce que juste avant ça, j'étais très productive dans les 3 dernières années. Puis j'ai fait une méga vente de tableaux à 500 $ à mes amis et mes collectionneurs. Donc, ça a été extrêmement prolifique. Puis, j'ai eu un client, juste avant la pandémie, qui m'a acheté 4 tableaux d'un coup. Donc, ça m'aide je dois vous dire, si j'avais pas eu ça, puis que là, le gouvernement n'aurait pas annoncé l'aide de 2000 $, je pense que je vous parlerais pas, là, je serais trop stressée. Je suis extrêmement privilégiée, je le dis à tous les jours. Je suis une artiste prolifique qui vend partout au Québec et j'ai vendu beaucoup à travers le monde. Malgré que ma galerie aussi à Montréal est fermée, la galerie qui me représente, ma galerie ici est fermée, je réussis quand même par Internet. J'ai fait un bœuf, puis ça faisait 2 ans que j'avais envie de produire des Highlands, des bœufs Highlands. Puis en dedans de 10 minutes sur Facebook, je l'ai vendu. Donc, puis j'ai une commande. Je suis en train d'appliquer pour un projet mural. J'ai été acceptée à Recyclard. Puis Recyclard va probablement avoir lieu quand même parce que c'est distancé, les œuvres. Donc, je suis vraiment privilégiée, moi, mais c'est vraiment un petit pourcentage d'artistes qui sont dans ma situation, puis ça, j'en suis très consciente. Mais puis justement, comment est-ce qu'ils peuvent faire, les artistes, d'après toi, pour s'adapter à la situation? Est-ce qu'ils vont avoir une meilleure visibilité sur Internet ou des choses comme ça? C'est des solutions que les gens regardent? Oui, exactement. On disait tout, on va se faire une boutique en ligne. Il y a des artistes qui n'en avaient même pas de site Internet, qui sont en train de le faire. Moi, j'ai eu des demandes pour créer des sites Internet aussi. Ça aussi, moi, j'ai des aptitudes dans différents domaines. Je ne suis pas juste comme artiste en art visuel. J'ai un bac en communication graphique, donc je peux faire des annonces, des publications, des choses comme ça. Mais les artistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est peut-être de faire des petits formats. Puis, comme on dit aussi dans la Chambre de commerce, c'est publiciser des choses, faites-vous voir pendant la pandémie. Ça a beaucoup, peut-être plus de répercussions après. Quand les gens vont sortir, ils vont se rappeler de vous, ils vont avoir envie de venir vous voir parce que ça fait 2-3 mois qu'ils vous voient comme. Mais je pense que chaque personne doit trouver sa façon de sortir de ça de façon créative. Il y a des restaurants qui parlent de faire comme 2 étages. Tu sais, il y a plein de solutions. Puis le Québec, on est très créatif. On est rempli d'artistes. Je pense aussi que ce serait important qu'il y ait d'autres milieux qui impliquent les artistes dans des processus. Tu sais, qu'on travaille ensemble plus avec les artistes, ça serait. Puis que les artistes qui gagnent leur vie avec ça, ben, de continuer plus que jamais de diffuser leurs choses. Les gens ont besoin de voir de beaux tableaux, les gens ont besoin d'entendre de la belle musique, les gens ont besoin de ça plus que jamais. La culture, on l'entend dans tous les médias, comment ça devient comme au cœur de nos vies, là. Et puis là, Diane, tu planches sur des nouveaux projets. Là. On a parlé un peu
dans les dernières semaines. Il y a des choses qui se passent pour toi présentement, là, en collaboration aussi. Oui, bien, juste avant cette pandémie-là, j'avais comme projet de partir le cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité, c'est toujours une galerie, mais annexée avec une boutique. Moi, je garde mon atelier en arrière avec ma galerie, puis en avant, on est 20 artistes et artisans. C'est drôle parce que j'avais déjà commencé de l'écriture pour les fenêtres, achat 100% local, artistes d'ici. Puis là, ben, c'est exponentiel, là, achat local. Donc, c'est vraiment 20 artistes, artisans, photographes d'ici qui vont créer des choses inspirées de la nature. Tu sais, je ne sais pas, comme créateur, je pense qu'on sent ces choses-là arriver. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais même dans mes agissements, dans mes idées, dans mes créations, il y avait beaucoup la nature au cœur de mes préoccupations. Puis moi, je suis une aimante de la nature. J'ai toujours dit que les gens qui sont déconnectés à la nature, c'est ça leur problème. Il faut se reconnecter à la nature. Donc, c'était vraiment axé sur toutes les œuvres qu'il va y avoir ici vont être axées sur la nature, les animaux, le végétal, l'animal, le minéral. Donc, il y a des bijoux, il y a des choses extraordinaires qui vont s'en venir. C'est sûr qu'avec la pandémie, le woomph du départ a un petit peu descendu, puis on ne sait pas trop si on va ouvrir la semaine prochaine ou si c'est vraiment nécessaire d'ouvrir tout de suite, si on attend en septembre. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte de voir cette boutique-là ouvrir à Buckingham. Mais c'est ça, les artistes ne sont pas dans ce mood-là présentement. Donc, je n'ai pas eu le temps de récolter toutes les œuvres. J'ai pas eu le temps. J'étais vraiment en train de préparer l'ouverture au début avril, qui devait être le 7 avril. Donc, ce n'est que partie remise parce que c'est un très beau projet. Il va y avoir aussi un petit côté alimentaire, mais pas alimentaire, mais plus comme une section thé. Puis je pense que ça aussi, c'est très actuel. Depuis la pandémie, moi et mon chum, on a commencé à prendre l'heure du thé. Même on la prend 2 fois par jour parce qu'on peut se le permettre. Il y a comme des rituels aussi qui reviennent que je me dis, ben rentrons dans la vague. Puis oui, ce projet-là va naître très bientôt. Tu parlais de nourriture. J'ai vu que tu avais essayé d'organiser, pas t'essayer, mais tu as organisé une vente aux enchères pour pouvoir remettre un certain montant à Moisson Outaouais puis l'Ami de l'Entraide. Comment ça a été, ça? Ça a été absolument fabuleux. Encore là, tu sais, je vous parle, j'ai des frissons parce que c'est beaucoup d'amour à recevoir, c'est beaucoup de reconnaissance que j'ai, que les gens m'appuient dans ce que je fais, puis veulent se procurer une œuvre de Diane Fontaine. Moi, depuis le début, je n'avais pas envie de créer. Le cabinet de curiosité était en stand-by, excusez mon anglicisme. Puis je sentais que je ne pouvais rien faire. Puis ça, je pense que c'est le sentiment le pire pour tous les gens qui sont des gens d'action. C'est le sentiment le pire, c'est de savoir que tu ne peux pas rien faire. Puis j'ai eu l'idée, j'ai appelé la directrice de l'Ami de l'Entraide, parce que moi et mon chum, on aime beaucoup faire de la popote. On peut-tu faire une grosse sauce à spaghetti? On peut-tu faire ça? On peut-tu faire ça? Puis là, elle me disait, Diane, c'est beaucoup mieux des sous, comme ça, on est capable de combler les manques à certains endroits et tout ça. Donc, j'ai dit, OK, je vais mettre une toile que j'ai depuis 2 ans ou 3 ans. C'est une toile de 2017, je crois. Puis, c'était Petit moment de paix. Puis, je dis, je vais la mettre, puis je vais la partir à 500. Puis, si on a 500-600 $, bien, ça sera tant mieux, ça sera déjà ça. Elle dit, Diane, c'est énorme, là, merci. Puis, on a parti ça et ça a été tellement très excitant. Puis, en même temps, c'était comme un jeu de répondre aux gens. OK, on est rendu à 800. OK, on est rendu à 1000 $. On s'est rendu jusqu'à 1600 $. Oh, wow! Oui, vraiment, là. J'étais un sentiment de fierté, mais un sentiment d'accomplir quelque chose de bien aussi. Là. Puis ça se pourrait que s'ils sont en difficulté au mois de mai, qu'on en fera un autre.
on fait un autre. Ça a incité d'autres artistes à faire ça aussi, Ah oui? des artisans. Nicole Lorrain a vendu un tableau aussi à 400 $. Daniel Paré à Elmer en a vendu un à 600 $. Donc, c'est vraiment là où on voit que les artistes peuvent faire leur part aussi. C'est fun de voir que ça a inspiré d'autres personnes. Là. Oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de monde qui me suivent, puis il y a beaucoup de monde qui me disent ça aussi dans mon art, dans mon implication, dans ma communauté aussi, comment je les inspire. Mais le but de tout ça, c'est de vraiment collaborer à ma communauté. C'est pas une question d'inspirer les autres ou quoi, mais c'est vraiment de moi me coucher le soir et avoir un sentiment que j'ai contribué à un tout. Mm-hmm. Parce que comme artiste, là, on est souvent centré sur notre nombril, puis ça, c'est pas... des fois, c'est comme un peu... c'est beaucoup... On reçoit beaucoup d'amour, on reçoit beaucoup de compliments. Fait que pour moi, c'est essentiel de retourner tout ça, puis de partager tout ça. Je vais finir sur ça. Diane, j'ai vu, parce que je trouvais ça intéressant, tu as partagé un événement de 2017 où tu participais à une exposition à New York. Puis là, dans le contexte présentement, quand tu vois New York, comment est-ce qu'ils vivent la pandémie, qui a l'air très difficile, j'imagine que ça doit toucher un peu. Moi, New York, là, j'aime pas les grosses villes, mais New York, j'ai un amour profond pour cette ville. J'aime beaucoup, moi aussi. C'est une ville extrêmement culturelle. C'est une ville dynamique. Je retournerais là toutes les fins de semaine si je pouvais. Là. Pas toutes les fins de semaine. Là. Pas depuis Trump, ça c'est sûr, en tout cas. Mais New York, je devais y retourner ou je devais planifier quelque chose pour 2020-2021. Ça aussi, c'est en stand-by. Ouais. J'ai des beaux souvenirs. Je me dis toujours, comme j'ai dit à mon chum, on a été en Italie, nous, on a fait toute l'Italie. On a été chanceux parce que si on ne peut plus voyager, on se rappelle qu'on a vu Venise, qu'on a été perdu dans les rues de Venise sous la pluie, on en riait, on se rappelait de tous ces souvenirs-là. Donc, moi, New York, l'Italie et New York, j'ai eu des belles pensées pour eux. Je trouve ça très, très triste qu'est-ce qui arrive, comment leur gouvernement gère cette situation-là. C'est ça qui est le plus triste, je pense, dans tout ça. Mais gros love à New York. Mais encore plus au Québec. Diane, je te laisse aller. Un gros merci de nous avoir jasé un matin et on se rejase au cours de l'année. Merci Diane, merci Audrey aussi d'avoir participé à l'émission. Puis je te dis merci à toi Sylvain encore une fois de nous éclairer au niveau de l'actualité, bien apprécié. Merci, à mardi prochain. On se reparle, merci tout le monde.